Salut à toutes et à tous. Bonjour à tous. Salut Jean. Salut Clément. Ça va? Ouais, je suis pas du tout stressé. Non, on n'est pas stressé, c'est pas vrai. Tout va bien. Bonjour à vous surtout. Salut les amis, bienvenue. Vous êtes en direct sur Acropolis pour ce très grand événement, cette grande émission, le Climarathon. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien en train de vous remettre de votre fête de la musique. Ça va, toi, t'as pas trop fait la teuf hier soir? Non, pas du tout. J'ai essayé de dormir parce que je sais pas si tu es au courant, on a 12 heures d'émission aujourd'hui. On a 12 heures d'émission et ça commence maintenant, chers amis. On diffuse jusqu'à 22 heures. Ce soir, on va faire donc cette grande émission, le Climarathon. Le Climarathon, c'est un peu ton idée, Clément. Oui, c'est un peu mon idée, mais c'est un peu la tienne quand même, Jean. Il y a quelques mois, hein, vous vous souvenez, j'imagine que certains sur le chat avaient suivi. Il y a eu le grand débatton, au moment de ce grand débat national. D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est le temps qui m'a le plus enthousiasmé de tout le grand débat national. Arrête, c'est trop gentil. Mais c'était quand même incroyable de voir la moitié du gouvernement sur Twitch papoter avec des jeunes, papoter avec un chat. J'ai trouvé ça génial. Et l'idée, c'était de se dire, et si on remettait le couvert, mais cette fois-ci en parlant d'un sujet en particulier et du sujet qui concerne le plus les jeunes, et de plus en plus les jeunes, c'est-à-dire le climat. D'où cette idée, 12 heures d'émission consacrée à l'urgence climatique. Et du coup, ça fait, on va pas vous cacher, ça fait un mois qu'on travaille, Clément et moi, mais aussi avec toute l'équipe que je tiens à remercier très chaleureusement, avec nos partenaires aussi, qu'on va prendre le temps de vous présenter. Ça fait un mois qu'on bosse sur cette émission, avec l'ambition évidemment de parler avec vous de climat, de faire le point sur le climat. On a eu l'idée, tu l'as dit, avant même les européennes, avant même que l'écologie politique fasse la percée qu'on a déjà largement commentée sur Acropolis. Mais donc du coup, ça nous a renforcé dans l'idée qu'en fait ça avait du sens de parler de climat, notamment avec vous et notamment sur Internet. Alors pourquoi sur Internet? Parce que toi, Clément, tu connais un peu les plateaux télé et tu vois aussi la limite du débat sur le climat sur les plateaux télé. C'est le problème du climat, c'est-à-dire que c'est une réflexion de fond. Comment faire pour parler de l'urgence climatique? Comment faire pour parler d'écologie dans les grands médias nationaux? Et la réponse, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que l'enjeu lui-même est complexe et que le temps de la télévision, c'est un temps extrêmement court. On le sait, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet d'avoir du débat politique qui soit dynamique. Mais quand il faut expliquer les enjeux complexes liés à l'écologie, tout d'un coup, c'est beaucoup plus limité. Et puis c'est vrai que quand on veut parler du climat, c'est des débats qui sont pas toujours glamour. Alors nous aujourd'hui, on a fait en sorte que ce soit assez sexy quand même. Ça va être le plus sexy possible. Mais t'as raison. C'est en gros, mais c'est les réflexions que font les journalistes télé traditionnellement. C'est non mais le climat, c'est pas sexy les gars. Vous êtes gentils, mais il y a pas assez d'images, il y a pas assez de. Et puis il n'y a pas assez de clash aussi, et c'est ça aussi. En fait, c'est ça le problème. C'est pour le coup, je suis bien placé pour le savoir. Le débat télévisuel est un débat qui est de plus en plus contradictoire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre des gens autour d'un plateau pour qu'ils s'affrontent. Ce qui a un intérêt démocratiquement, hein. Ça permet de confronter des arguments et ça permet également aux citoyens de se forger une opinion. Mais sur le climat, c'est pas toujours possible, puisque précisément, et on va en parler très vite, mais il y a des enjeux climatiques qui aujourd'hui ne sont plus controversés. Le fait qu'il y ait un réchauffement et que ce réchauffement soit lié à l'homme, il y a un consensus scientifique sur le sujet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un consensus? Est-ce que vraiment on peut en parler? C'est le sujet ce sera notamment le sujet de notre interview avec Étienne Klein. Mais donc comment parler de climat à la télévision quand le sujet est complexe, qui demande du temps, qui n'est pas controversé? Eh bien, la réponse, c'est on peut pas ou on peut très difficilement. Et donc la solution, elle s'est imposée d'elle-même. Il faut aller sur Internet. Et ben voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est dit avec Clément, avec l'envie déjà d'en parler avec vous, de vous proposer cette émission déjà parce qu'on pense que ça a du sens, mais aussi l'idée de faire une preuve de concept, de montrer que oui, c'est possible de faire une émission ambitieuse et de qualité, on l'espère, sur le thème du climat, avec des gens qui sont pas d'accord entre eux, mais sans pour autant tomber dans la facilité de recevoir des climato-sceptiques. C'est la raison pour laquelle Clément et moi, on assume le fait que dans cette émission, le Climarathon aujourd'hui, il n'y aura pas de climato-sceptiques. Nous n'avons pas invité de climato-sceptiques. On pense que ce n'est pas rendre service au débat démocratique, que ce n'est pas rendre service à vous, au public, que d'inviter des gens qui remettent en cause un consensus scientifique. Oui, c'est ça. Et alors, ça pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est qu'un consensus scientifique? Quelle est la différence entre la science et l'opinion? Et on est d'accord, on sait que pour tout le monde, c'est pas évident, que pour certains, la question se pose. Et donc, ce sera l'objet de notre discussion avec Étienne Klein. Mais je voyais sur le chat certains dire qu'il y a consensus sur la situation, mais pas sur les solutions. Absolument. Ça, c'est parfaitement exact. Et ça s'appelle de la politique. Et c'est pour ça qu'on a organisé notre journée avec des tables rondes thématiques dans lesquelles, justement, on va pouvoir présenter les dissensus qu'il y a sur les transports, par exemple. Est-ce qu'il faut accepter de réduire le transport aérien? Est-ce qu'il faut faire le deuil des liaisons aériennes sur l'intérieur du territoire? C'est un débat politique qu'il y a en ce moment. Ou est-ce qu'au contraire, il faut les garder et s'en accommoder autrement? C'est une question qu'il y a. Sur l'énergie, on va parler longuement d'énergie. Il y a évidemment le débat autour du nucléaire. Est-ce qu'il faut garder du nucléaire ou au contraire tout convertir aux énergies renouvelables? Là aussi, il y a du désaccord. Et donc, dans ces tables rondes, pour le coup, sur les solutions, on a invité des gens qui ne sont pas d'accord entre eux et qui vont confronter leurs arguments. Donc, on aura quand même du contradictoire. Ah oui, oui, bien sûr.
sûr. Mais on va essayer de ne pas avoir de pugilat par contre. Oui, non, ça c'est vraiment pas le but, on n'est pas là pour ça. Cette émission, donc le Climarathon, va être diffusée toute la journée sur la chaîne Twitch Acropolis. N'hésitez pas donc à partager ce live s'il vous plaît. Si vous pensez vous aussi que ça a du sens de parler de climat sur Internet, et ben voilà, n'hésitez pas à participer à ça en partageant ce live sur Twitter, en interpellant aussi des responsables politiques en disant qu'il faut regarder ça et tout. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. Évidemment, je réclame les RT comme d'habitude, mais voilà, vous commencez à être habitués. Non, l'autre chose, c'est que cette émission, donc, elle est réalisée en partenariat avec un certain nombre de gens qu'on est allé voir avec Clément et qui ont accepté de nous accompagner. Le premier partenaire, et d'ailleurs on aurait probablement dû commencer par ça, en fait on est où ici? Eh ben on est à l'hôtel de ville de Paris. On est à la mairie de Paris. On est à la mairie de Paris, voilà. La ville de Paris a accepté d'être partenaire de cette émission. Vous voyez cette très belle bibliothèque qui date du 19e siècle si je dis pas de conneries. C'est dans ces salons, dans cette bibliothèque de l'hôtel de ville de Paris que nous allons recevoir tous nos invités. La ville de Paris donc qui nous accueille et qui nous accompagne dans cette émission. Paris, une grande ville égale enjeu climatique non négligeable. On aura Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a accepté notre invitation aussi, qui va venir répondre à nos questions pour savoir comment est-ce qu'on fait pour agir pour le climat dans une grande ville. Il y a qui d'autre comme partenaire? On est partenaire de On est prêt. Le réseau de youtubeurs notamment, qui s'est illustré en novembre dernier, qui a largement contribué à continuer de médiatiser l'enjeu écologique, qui a mobilisé une partie de la jeunesse, et puis qui est en partie également à l'origine de l'affaire du siècle, le procès du climat finalement, ou plutôt le procès de l'État français au regard du climat, qui pourrait avoir lieu dans les tribunaux français. Et on parlera de tout ça dans la dernière table ronde qui sera consacrée précisément aux enjeux politiques. Voilà. Nous avons également, nous sommes partenaires donc avec l'Université populaire Polytéia. Exactement. Que toi, tu représentes. Exactement. D'ailleurs, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette, en fait, on s'est pas présenté. Il y a peut-être des gens, ils savent pas qui on est. Donc Clément Viktorovitch de l'Université populaire Polytéia. Il y a des gens qui savent pas qui on est. Ouais, je sais pas, je doute. Et présentons-nous. Donc moi, Clément Viktorovitch, j'ai fait mes armes à l'université. Je viens de la science politique. J'ai fait un doctorat il y a moultes années maintenant. On me connaît un peu plus parce que ça fait 2 ans et demi que je fais le zouave sur les plateaux télé, notamment les plateaux de CNews. Et ce qu'on sait un peu moins de moi, c'est que ça fait ça fait des années également que j'essaye de faire un peu d'éducation populaire. Et donc j'ai fondé une université populaire qui s'appelle Polytéia, qui est partenaire de Sciences Po notamment. Tous les mois, on organise des conférences, on invite des universitaires, on invite des chercheurs à parler politique, en vulgarisant, en expliquant les enjeux, pour non pas dire aux citoyens ce qu'ils doivent penser, mais pour donner aux citoyens les clés pour penser ce qu'ils pensent. Et c'est exactement l'esprit qui anime cette journée. C'est vraiment pas vous dire qu'est-ce qu'il faut penser, mais simplement vous montrer que sur tout un tas de sujets, il y a différentes opinions, il y a différentes options qu'il est tout à fait légitime d'avoir. Il faut juste faire un choix. Voilà ce qu'est Polytéia, voilà qui je suis. Toi, Jean, qui tu es? Eh ben moi, Jean, je suis le fondateur donc de cette chaîne, la chaîne Acropolis, sur laquelle vous êtes en train de regarder ce live. Donc si vous connaissez pas déjà, abonnez-vous, mettez la cloche évidemment. Non, surtout followez sur Twitch. Acropolis, c'est une chaîne qui essaye de remettre le débat politique à l'ordre du jour auprès d'un public jeune et éloigné. Donc toutes les personnes qui ne se sentent pas hyper à l'aise avec la politique, qui aiment pas trop ça, qui se sentent pas, enfin qui ont du mal à rentrer dans la politique, c'est bien normal. Rassurez-vous, Acropolis est là pour ça, est là pour vous répondre, est là pour vous accompagner dans le débat. On n'est pas là pour vous dire quoi penser, nous non plus. On n'a pas de ligne politique, si ce n'est celle de la démocratie et du débat. Donc voilà, donc c'est sur la chaîne Acropolis qu'on accueille ce type d'émission, comme le Climarathon. On a aussi un autre partenaire, c'est la Fédération française de débat et d'éloquence. Exactement, c'est même la Fédération française d'éloquence et de débat. Ah ouais? Ouais, exactement. Putain, depuis le début, je me trompe, pardon. Désolé les gars. Rendons leur hommage. Parce que, en fait, en préparant cette journée, l'idée c'était de faire des tables rondes thématiques et d'inviter les grands spécialistes, des gens qui sont sympathiques, mais qui savent de quoi ils parlent. Et puis, on s'est rendu compte malgré tout que, à la fin de notre préparation, on avait quand même quelques barbes grises et cheveux gris sur nos canapés, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça posait un problème, c'est que ça laissait assez peu la place aux jeunes. Or, on l'a dit tout à l'heure, en fait, les jeunes ont un point de vue et puis une parole qui est essentielle quand on parle de climat. Surtout sur le climat, ouais. Sur le climat, là, ça fait des mois et des mois qu'on a, à l'échelle européenne, les grèves climatiques de la jeunesse, qu'on a des grandes marches pour le climat qui rassemblent des centaines de milliers de personnes en France et parfois des millions de personnes à l'échelle européenne. On sait que c'est un sujet qui concerne les jeunes et il fallait leur donner la parole. Et on a décidé de le faire d'une manière originale. On a décidé d'organiser un concours d'éloquence.
On va proposer, ce sera le dernier temps de notre journée, c'est comme ça qu'on conclura. On a demandé à 10 jeunes orateurs et oratrices de venir plaider pour le climat, de donner leur vérité, de donner leur point de vue et de le faire avec éloquence. C'est vous, dans le chat, c'est vous les internautes qui élirez les 2 meilleures plaidoiries, qui désignerez les porte-paroles du climat. C'est notre ambition. Ouais. Et pour ce faire, on est accompagné par la Fédération française d'éloquence et de débat qui nous a aidé à sélectionner les orateurs et oratrices. Voilà, donc ils seront là tout à l'heure. Ce sera en fin de journée. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Vous êtes en face de nous, on vous l'a pas dit, mais le chat est évidemment là, en plus d'être à côté de moi, et aussi sur ma tablette. Vous rassurez-vous, vous êtes sur Acropolis, ça change pas trop. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, donc voilà, soyez les bienvenus. Faites-vous couler un café tranquillement, installez-vous confortablement. On est parti pour 12 heures de débat sur le climat. On va avoir donc une journée qui va s'étaler sur toute la journée. C'est complètement con comme phrase, mais tout ça pour dire qu'on va parler de, on va faire une table ronde sur les constats pour essayer de faire le point un peu sur on en est où de la bataille sur le climat, on en est où de ce que l'on sait sur les dérèglements climatiques. On va faire une table ronde sur l'énergie, on va parler aussi de transport, on aura donc le débat sur l'avion, on aura le débat sur le nucléaire, on aura le débat sur les réponses politiques à apporter, ouais. On aura aussi une séquence sur l'économie. Ouais, exactement. Et la justice sociale, la justice climatique, évidemment. Exactement. Et sur l'économie, ça permettra de poser notamment la question des barrières carbone. Parce que ça a été une nouveauté quand même. C'est pour ça que c'est intéressant de faire cette émission après les élections européennes. Pendant les élections européennes, quasiment la totalité, en tout cas une grande partie des listes qui se présentaient, proposaient d'établir une barrière carbone aux frontières de l'Europe, une taxe carbone aux frontières de l'Europe, ce qui est une forme de protectionnisme. Alors, il y a un consensus qui est en train d'émerger sur ce sujet, mais est-ce qu'on est sûr d'en percevoir toutes les implications? Est-ce que vraiment on est prêt à faire cette barrière carbone, à en accepter les conséquences? Quelles conséquences ça a? Bon, là, il y a un débat vraiment intéressant à avoir, parce qu'en fait, parler de climat, c'est aussi évidemment parler d'économie et savoir qu'est-ce qui doit avoir le primat. Est-ce que ce sont les considérations écologiques ou les considérations économiques? C'est pourquoi on a une table ronde dans laquelle on a rassemblé des économistes, des acteurs du sujet, aussi une représentante de 60 millions de consommateurs pour porter la voix des consommateurs, qui est une voix importante dès qu'on parle d'économie, et ce sera en fin de journée. Il y a Charles Maurice qui demande comment est-ce qu'on participe, est-ce qu'il y a des questions remontées? Alors, le chat s'affiche directement en face de nous. Ceci étant, on va pas vous faire de fausses promesses. Vous savez que quand on anime une table ronde, une séquence dans une émission, que ce soit en streaming ou pas, mais qu'il y a 4 invités, c'est très compliqué de faire intervenir un chat. Donc évidemment, les questions du chat sont importantes pour nous. Ça montre un peu ce que vous attendez de notre part et ce que vous voulez qu'on aborde comme question. Donc n'hésitez pas à participer, à donner votre avis. Vous êtes vraiment en face de nous et nos invités vous verront. Mais voilà, pas de fausses promesses. On va essayer de faire au mieux. Par contre, dans les interludes entre 2 séquences de l'émission, il y aura bien un moment qu'on va appeler l'instant chat, où on va être vraiment dans l'échange avec vous pour répondre à vos questions, pour aborder certains sujets qu'on n'a pas pu aborder, faire remonter un petit peu tout ça. Mais rassurez-vous, on n'est pas à la télé, on n'est pas dans un truc vertical, on est bien avec vous et c'est une conversation, cette émission. Il y a Dulonval qui me demande, penses-tu qu'on manque cruellement d'informations relatives au changement climatique à la télé? Mais c'est une bonne question. Moi, je m'en suis jamais caché. Pour moi, la réponse est oui. On ne parle pas suffisamment de climat à la télévision. Mais la question, c'est un constat qu'on peut faire, qu'on peut tous faire. C'est que, est-ce que sur les chaînes d'information en continu, est-ce que dans les journaux télévisés, est-ce que dans les reportages ici et là, est-ce qu'on parle davantage d'effets divers que de l'urgence climatique? La réponse, évidemment, est oui. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça, en fait. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question, c'est pourquoi? Et il faut bien en avoir en tête les contraintes inhérentes à la télévision, qui ne sont pas forcément de mauvaises choses. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des débats qui sont extrêmement dynamiques, qui sont sur un temps court, qui sont très contradictoires, voire confrontationnels, voire assez conflictuels parfois. Bon, ça a des mérites, ça a de l'intérêt démocratique. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout adapté aux enjeux climatiques. Donc ce qu'on voit, c'est que pour moi, il y a la nécessité de plus en plus d'avoir une pensée événementielle une pensée événementielle quand on parle du climat. Quand il y a eu les grandes marches pour le climat, là tout d'un coup la télé en a parlé. Quand il y a eu le mouvement On est prêt et la mobilisation des youtubeurs, là tout d'un coup la télé en a parlé, les grands médias en ont parlé. On espère qu'aujourd'hui le Climarathon, le fait de consacrer 12 heures de débat au climat sur Twitch, on espère que ça va amener les grands médias nationaux à en parler. Donc il faut d'une part avoir pour moi une vision un peu de piraterie, c'est-à-dire qu'il faut
forcer les médias à parler du climat, ou plutôt, il faut leur donner l'opportunité de parler du climat comme eux aiment le faire, c'est-à-dire avec des choses qui soient assez sexy, assez glamour, qu'on puisse mettre en image et qu'on puisse mettre éventuellement en contradiction. Mais il ne faut pas non plus se borner à ça. Et c'est pour ça que Internet, des chaînes comme Acropolis, des youtubeurs, notamment certains qu'on va recevoir aujourd'hui, ont un rôle immense à jouer parce que c'est un espace privilégié, selon moi, pour parler de l'urgence climatique. Il y a Newton qui demande est-ce que c'est 12 heures non-stop? La réponse est oui, c'est 12 heures non-stop à partir de maintenant. Ça fait 20 minutes déjà. Voilà, c'est ça. On est très content. Hein. C'est pas du tout une idée à la con de faire 12 heures de stream. Donc voilà, en plus, vous voyez, on a un chrono pour vous montrer depuis combien de temps on est en live, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y aura une rediffusion VOD quelque part pour ceux qui ne peuvent pas rester toute la journée? Évidemment que tu peux rester toute la journée. Tu annules tout de suite ton déjeuner avec belle-maman et tu restes devant ton ordinateur. Non, je déconne, évidemment, ce sera en rediffusion sur Acropolis Replay sur YouTube, bien entendu. Pensez à manger, boire, tout ça. Merci l'Auvergnat, tu fais super plaisir. Oui, t'as raison. C'est bon, toi t'as pas trop soif là, ça va? Si, parce que moi j'ai pas pensé comme toi à prendre un café. On va trouver de la flotte, t'inquiète, ça va bien se passer. Non, mais on a le temps. Il y a Dulonval qui a un droit de suite qui explique je pense que le conflit est intéressant à condition qu'il ne soit pas stérile, donc avec des arguments. Ça, c'est pas toujours le cas, c'est vrai. C'est une réflexion qui est absolument cruciale et qui est centrée sur les dispositifs télévisuels. Est-ce que les émissions de débat à la télévision permettent une confrontation des arguments ou est-ce qu'elles se résument à un simple conflit entre les personnes? Parfois, ça se résume à un simple conflit entre les personnes, et dans ce cas-là, je trouve que c'est effectivement dommageable. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je trouve que de temps en temps, on a des véritables confrontations d'arguments, avec les conséquences négatives que ça a, c'est que ça a tendance à dramatiser l'argumentation, ça a tendance évidemment à caricaturer un peu les positions de chacun. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus en démocratie. Le débat à l'Assemblée nationale, il ressemble aussi un peu à ça. Et c'est pas une. Tu en sais quelque chose, Jean? Oui, je suis le premier à le défendre aussi en partie. Ça participe du débat démocratique. Et par ailleurs, alors tu as raison, c'est aussi toujours le truc, faire des débats de fond, c'est passionnant, mais personne ne les regarde. C'est aussi ça la réalité. C'est comment est-ce qu'on rend sexy un débat de fond, et c'est exactement le débat qu'on avait tout à l'heure. Donc nous, le but du jeu, cette émission aujourd'hui, c'est d'essayer de se démontrer à nous-mêmes et de vous démontrer à vous qu'il est capable d'expérimenter de nouvelles manières de parler de fond, intelligemment, on l'espère, avec des invités de qualité, pendant longtemps, de marquer le coup et effectivement d'avoir de l'écho autant que possible. Donc voilà, encore merci à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreuses et nombreux depuis tout à l'heure. Encore une fois, installez-vous confortablement. Bienvenue à vous. Vous êtes sur le Climarathon en direct toute la journée jusqu'à 12 h. On va se mettre un tout petit jingle et on va accueillir notre premier grand invité qui a accepté de nous rejoindre. C'est Étienne Klein. À tout de suite. Voilà, vous êtes toujours en direct sur le Climarathon et nous accueillons sur ce plateau Étienne Klein. Étienne Klein, bonjour, vous êtes physicien, philosophe des sciences également. Et avec Clément, on avait vraiment envie de commencer cette émission avec vous. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un honneur de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la primeur de la première question. Étienne Klein, on va parler de plusieurs choses ensemble. Dans une deuxième partie de l'interview, on parlera du rapport à l'avenir et de même la conceptualisation de qu'est-ce que c'est que l'avenir, qu'est-ce que c'est que le futur et que peut nous en dire un physicien tel que vous et un philosophe des sciences tel que vous. Mais avant, il y a une question simple qu'on voulait vous poser. On a décidé aujourd'hui de parler de climat pendant 12 heures et on a décidé pendant 12 heures de ne pas inviter de climato-sceptiques parce qu'on estimait qu'il y avait un consensus sur la question. Est-ce qu'on a eu raison ou est-ce qu'on a fait une connerie ? Alors, je pense que vous avez raison. En revanche, le mot consensus me choque un peu. Ce serait l'idée que les climatologues sont tombés d'accord à l'issue d'une discussion entre eux, qui auraient accordé leur point de vue. Or, les climatologues, ils travaillent depuis des décennies et ils ont montré des choses. Ils ont montré d'abord des corrélations entre émissions de gaz à effet de serre puis l'évolution des températures, et ensuite ils ont montré une relation causale et non plus simplement une corrélation entre émissions de gaz à effet de serre et puis changement du climat. Et donc c'est beaucoup plus qu'un consensus qui serait le résultat d'une discussion. D'accord. C'est de la science. C'est de la science. Et c'est un gros travail. Et du coup, je pense que c'est plutôt ce travail qu'il faut promouvoir, parce que, et je crois que vous l'avez déjà dit, les canaux de communication aujourd'hui font circuler des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des actualités, des fake news. Et les statuts respectifs de ces différentes choses, qui sont très différentes,
ont tendance à se contaminer par le fait qu'ils sont vectorisés par les mêmes canaux. Évidemment, dans toute croyance, il y a peut-être un peu de connaissance. Dans toute connaissance, il y a un peu de croyance. Il y a quand même une démarcation qu'on peut établir entre connaissance et croyance. Je crois que votre micro est tombé, excusez-moi, je suis navré. Il est passé où? Ah, il est passé là, excusez-moi, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mettez-le juste avec la petite main sur le revers de votre veste. Normalement, ça doit tenir. Dans ce sens-là, ouais. Hop là. Voilà, on vous entendra beaucoup mieux. En pause micro, c'est bon, le micro frotte, impeccable. Ah, il n'arrive pas à tenir, en fait, Il c'est tient ça, la pas, distance en fait. pas assez fort, je suis navré. Mon revers de veste n'est pas assez épais. C'est ça. Bougez pas, on va le changer, rassurez-vous. Non, on va mettre un nez. Vas-y Jacques, viens nous montrer comment tu fais. On n'est pas à la télé encore une fois, hein. Excusez-nous les amis, des bisous, tout ça. C'est la joie. Mais c'est la joie du direct sur internet en plus, on peut se permettre de faire des trucs comme ça. On entend, mais le micro est ailleurs. Effectivement, le micro était ailleurs. On en profite pour dire merci à celles et à ceux qui nous rejoignent. On en profite pour remercier Jacques de la technique qui est en train de mettre le micro. Merci Jacques. Merci à tous les techniciens qui nous permettent de faire cette émission. Ouais. Normalement, maintenant, on va pouvoir vous entendre. Étienne Klein. Étienne Klein, ouais. Les gens vous ont entendu, hein. Rassurez-vous, ils avaient juste un son qui n'était pas agréable, mais ils vous ont entendu. Je disais, les mêmes canaux de communication font circuler toutes sortes de choses qui ont des statuts différents, et les statuts respectifs se contaminent par le fait qu'ils sont vectorisés par les mêmes canaux. Et je pense que plutôt que de discuter avec des climato-sceptiques, ou bien plutôt que de discuter avec des gens qui pensent que la Terre est plate, par exemple, il vaut mieux que le public ait une meilleure connaissance de nos connaissances. Parce que nous savons tous beaucoup de choses, y compris dans le domaine des sciences. Nous savons que l'atome existe, nous savons que la Terre est ronde, nous savons que le climat est modifié par l'activité humaine, nous le savons. Mais nous ne savons pas dire comment nous l'avons su. Je vais vous demander comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Alors justement, c'est ça, pour moi, l'enjeu en tant que scientifique, l'enjeu, disons, sociétal de mon activité, c'est de faire en sorte que les gens qui ont des connaissances aient une connaissance bien meilleure de leurs connaissances. Prenez par exemple l'exemple de la Terre ronde. Tout le monde sait que la Terre est ronde. La question, c'est comment on a su qu'elle était ronde dans l'histoire des idées? À quelle époque? Avec quels arguments? Très peu de gens sont capables de répondre à cette question. De sorte qu'ils disent qu'elle est ronde parce qu'ils ont vu des photographies, sont laissés convaincre. Et donc, c'est la confiance qu'on a dans la connaissance qui fait qu'on ne l'interroge pas. Et à partir du moment où il n'y a plus de confiance, alors on peut dire que ce que disent les scientifiques relève de l'opinion, que ça relève d'intérêts communs qu'ils auraient à dire certaines choses, etc. Et là, il me semble qu'il y a une pente très dangereuse et nous devons montrer comment les connaissances dans l'histoire, grâce à des travaux scientifiques, où la nature a son mot à dire, pas simplement les scientifiques, la nature a son mot à dire, comment les connaissances sont devenues des connaissances et se sont démarquées des croyances. Moi, Étienne Klein, en fait, vous n'avez pas à me convaincre, je suis évidemment d'accord avec vous. Mais je parle depuis des mois avec certains interlocuteurs, des amis, des journalistes, qui peuvent avoir moins de compréhension de comment fonctionne l'univers scientifique et l'univers universitaire. Et moi, quand je leur dis ce que vous me dites, je leur dis, mais c'est de la science, c'est prouvé, c'est une donnée. Ils me répondent, oui, mais Clément, il y a des universitaires, il y a des scientifiques qui ont des diplômes, qui parfois sont climatologues ou pas très loin, et qui, eux, me disent que soit la Terre ne se réchauffe pas, soit elle se réchauffe certes, mais ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Autrement dit, est-ce que les gens qui ont ce genre d'opinion ne sont pas beaucoup plus prosélytes que les savants? Moi, je pense que, si vous voulez, les croyants, quand je prends le mot croyant, c'est pas religieux. Hein. Non, c'est au sens d'opinion. Au sens de l'opinion, les croyants sont beaucoup plus militants que les savants. Autrement dit, il faut se méfier du fait que sur Internet se développent ces thèses-là. Par exemple, les platistes sont beaucoup plus actifs sur Internet que ceux qui pensent que la Terre est ronde. Ceux qui pensent que la Terre est ronde, qui savent qu'elle est ronde, ils n'ont pas besoin de passer leur journée à l'expliquer. Donc il y a un biais qui vient de cela. Et donc c'est la même chose sur le climat. On a un problème pour vous de confiance dans le savoir. Enfin, moi, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas examiné le poids respectif des différentes thèses qui se combattent, mais il me semble que les climato-sceptiques sont beaucoup plus discrets qu'auparavant. Ils ont été très actifs en 2009-2010, avec notamment Claude Allègre. Et ceux qui l'étaient n'étaient pas climatologues. Enfin, moi, personnellement, je ne connais pas de climatologue climato-sceptique. Ce qui n'est pas un argument, c'est juste une observation. Et je pense que ça interroge d'une façon beaucoup plus générale le statut de la science dans la société aujourd'hui. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams qui a écrit un livre qui s'intitule « Véracité et vérité ». Il montre une chose qui, à mon avis, éclaire tout à fait votre préoccupation. C'est que dans nos sociétés, disons postmodernes, si tant est qu'on n'ait jamais été moderne,
il y a deux courants de pensée opposés qui normalement devraient se combattre et même s'annihiler, qui en réalité se fécondent mutuellement. Le premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. L'opinion est informée, elle est éduquée, et en gros, elle ne veut pas être dupe du discours des élites ou des scientifiques ou de ceux qui ont du pouvoir. Et donc, elle fait des enquêtes, cette opinion, elle cherche à savoir s'il n'y a pas, dans ce qui est dit, une part qui revient à l'intérêt que cette chose soit dite plutôt qu'au rapport qu'elle a avec la vérité. Alors, ce désir de véracité, il est parfaitement sain en démocratie. Même si, dans ses formes extrêmes, il aboutit à la théorie du complot. Oui. Mais ce que montre Bernard Williams, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir l'idée de vérité, en fait aboutit à un déni de vérité. Pourquoi ? Parce que dès qu'on tombe sur une vérité, on se demande si elle n'est pas relative, contextuelle, historique, éphémère, portée par une communauté qui a des intérêts à la porter, etc. De sorte que c'est l'idée même de vérité qui est détruite par le désir de véracité. Et ça me semble un diagnostic assez exact. Et je pense que le rôle des scientifiques aujourd'hui, c'est quand même de prendre leur bâton de pèlerin et d'expliquer comment ils ont su ce qu'ils savent. Et ça demande beaucoup d'efforts et ça demande aussi qu'on dispose de temps. Moi, je pense que la science, notamment la climatologie, mais toutes les autres sciences sont concernées au même titre, elle est victime de ce que j'appellerais une crise de la patience. Nous n'avons jamais le temps d'expliquer. Donc si vous me croyez, c'est parce que vous pensez que j'ai une autorité qui fait que, ou des connaissances qui font que je peux parler autrement que l'opinion, disons. Mais si vous ne me faites pas confiance, vous direz que ce que je dis relève d'une opinion que j'ai intérêt à diffuser pour mes propres intérêts. En vous écoutant, en fait, ce que je trouve passionnant, c'est que dans ce débat sur véracité et vérité, on retombe sur une controverse intéressante, qui est celle entre argumentation et démonstration. Avec l'idée que la démonstration, elle mène effectivement à la vérité. La vérité, elle est nécessaire, c'est-à-dire j'ai pas le choix d'accepter ou de refuser la vérité. Quand on me démontre le théorème de Pythagore, j'ai pas le choix de dire bah non, moi ça je n'y crois pas. On me l'a démontré, soit je suis capable de démontrer que la démonstration est fausse, soit je suis contraint de l'accepter. Alors que l'argumentation, elle mène au vraisemblable, elle mène au probable. Et là, typiquement, elle est beaucoup plus contradictoire et beaucoup plus controversée. Et en fait, en vous écoutant, je me dis qu'on a aussi un problème médiatique, justement. C'est que nos temps médiatiques, non seulement fonctionnent sur le temps court, mais fonctionnent sur la contradiction. On a besoin de mettre des gens face à face qui se confrontent, qui s'affrontent. Alors que la vérité, la science, elle a besoin d'être démontrée. Ça veut dire quelqu'un qui parle sur un temps long et qui explique pourquoi on sait ce qu'on sait. Et ça, c'est compliqué à médiatiser. Alors, moi, l'argumentation, si vous voulez, elle me semble en effet disparaître des débats. Parce qu'elle réclame du temps, mais l'argumentation ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate ne cessent pas d'argumenter. Ils argumentent d'ailleurs beaucoup plus que ceux qui savent qu'elle est ronde. C'est vrai, c'est vrai. Et donc l'argumentation, c'est un aspect important de la question, mais il n'est pas suffisant parce que vous pouvez mal argumenter. Bertrand Russell, grand logicien, donnait cet exemple. Si 1 égale 2, alors je suis le pape, et comme le pape et moi, ça fait 2, ça marche. Ouais, vous voyez, une sorte d'argumentation parfaite, mais évidemment délirante. Donc l'argumentation ne suffit pas. Moi, je pense que ce qui rend la situation difficile, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent pouvoir invoquer le bon sens pour critiquer ce que disent les scientifiques. C'est vrai. Et ça peut être aussi dopé par une forme de narcissisme. Hein. Oui. Moi, je pense, mon ressenti, etc. Or, on a peut-être mal expliqué que la science, disons, moderne, celle qui a commencé d'apparaître avec Galilée au XVIIe siècle, est une science qui se construit contre le sens commun, contre le bon sens. Autrement dit, les lois de la science contredisent les phénomènes physiques que ces lois expliquent. Je vous donne un exemple. La chute des corps. Exemple. Sur la chute des corps, par exemple. Nous, on voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong à condition que la hauteur de chute soit suffisante. Mais on voit que c'est différent. Que dit Galilée ? Tous les corps tombent à la même vitesse, dans le vide. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. En tout cas, pas à l'époque de Galilée, parce que ça ne savait pas faire le vide. Ça contredit l'observation. Donc la loi contredit l'observation. Et elle oblige ensuite à réinterpréter l'observation pour expliquer comment une loi qui la contredit l'explique quand même. Bon. Et donc le bon sens, il est pris en défaut dès l'origine de la science moderne. Or aujourd'hui, j'entends des arguments de bon sens. Oui. Opposés aux scientifiques, par exemple, froid, cet argument qu'on a entendu des centaines de fois, sans que d'ailleurs les journalistes qui l'entendaient n'aient le courage ou la répartie suffisante pour pouvoir contester ce propos. Les climatologues prétendent
prédire le climat sur un siècle, ce sont des imposteurs, puisqu'on ne peut déjà pas prédire la météo sur 15 jours. Bon. Cet argument est éloquent, il est convaincant, et il est faux. C'est absolument faux. Parce que s'il était faux, je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août à Paris, il fera plus chaud qu'au mois de janvier. Et je vous dis que ça sera ça. Donc je fais une prédiction climatique qui va au-delà de l'horizon de la météo. Tout le monde est d'accord avec ça. Et donc vous voyez, je pense que... enfin, sans vouloir ramener les grands philosophes dans le débat, mais Nietzsche avait dit ça de façon très claire dans un petit texte qui s'appelle L'avenir de la science. Dans Humain trop humain, Nietzsche dit, bientôt, si on n'y prend pas garde, le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il procurera moins de plaisir. Et nous allons déclarer vraies les idées que nous aimons, tout en prétendant aimer la vérité. Ce qui s'applique parfaitement à la question du climat, c'est assez dérangeant, effectivement, d'entendre des scientifiques. Enfin, voilà, ça met en cause notre petit confort moderne, notre consommation. Ça, et nous sommes capables de développer toutes sortes de stratégies intellectuelles pour ne pas croire ce que nous savons. Ce que nous savons pourtant. Voilà. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion du temps également. Or, la question climatique est une question qui nous fait regarder vers l'avant. Vers l'avenir. Qu'est-ce qu'un physicien comme vous est capable de nous dire de l'avenir et du futur par rapport au développement du climat? Alors, déjà, pour les physiciens, la question du futur, c'est une question passionnante. La question, c'est est-ce que le futur existe déjà quelque part ailleurs que là où nous sommes? Autrement dit, est-ce qu'il faut penser l'espace-temps comme étant déployé de toute éternité? Donc tous les événements sont déjà là, mais ailleurs que là où nous sommes. Oui. Ceux du passé sont encore là, mais on n'y est plus. Ceux du futur sont déjà là, mais on n'y est pas encore. Et ce qu'on appelle le présent, c'est le lieu dans l'espace-temps de notre présence. C'est notre présence qui détermine le présent. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc. Je ne vais pas détailler, mais en gros, posez-vous la question, à votre avis, est-ce que le futur est déjà là, quelque part à attendre qu'on arrive, ou est-ce qu'à l'heure où nous parlons, dans le présent, il est encore dans le néant? Alors, on peut défendre cette thèse, on peut défendre une thèse plus présentiste en disant que le présent, il est borné par du néant, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Moi, je pense que pour parler du climat, il faut faire la synthèse entre la théorie de l'univers bloc, qui veut que l'espace-temps soit intégralement déjà déployé, et puis le présentisme. C'est-à-dire dire, il y aura du futur, autrement dit, donner crédit à l'univers bloc, il y aura du futur, et accorder au présentisme que ce futur n'est pas intégralement joué. Il y a encore place pour la volonté, l'action, le désir, la projection. Simplement, le climat, lui, il est régi par des équations déterministes. Donc il y a des choses dont on sait qu'elles vont se passer comme les équations le prédisent. Et donc il faut jouer avec tout ça. Et ce qui fait que le débat est difficile, c'est que ça remet en cause l'idée de progrès. L'idée de progrès, c'est l'idée qu'on peut configurer le futur d'une façon qui est crédible et attractive, de façon à faire les efforts pour que l'image qu'on se fait de la société plus tard soit réalisée grâce à notre travail. Le progrès n'est pas automatique, il faut travailler à faire advenir la société qu'on désire. Et donc il faut que ce soit une image du futur crédible et attractive. Aujourd'hui, quand l'image du futur est crédible, elle n'est pas attractive. Pas du tout, non. Et quand elle est attractive, elle n'est pas crédible. Et donc l'idée même qui a fondé le progrès au siècle des Lumières n'a plus l'assise qui permet de lui donner aujourd'hui une consistance. Et donc il faut garder l'idée de la politique, c'est-à-dire faire des projets, mais des projets qui tiennent compte de ce que nous savons, ce qui demande un certain courage, que n'avaient pas forcément invoqué les pères fondateurs de l'idée de progrès, parce qu'eux pensaient que justement, comme c'est crédible et que c'est attractif, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de courage pour vouloir réaliser ce futur désirable. Aujourd'hui, on sait que ça va secouer, qu'il y a des donnes qui vont être profondément modifiées. So what? On le sait. On travaille à en tenir compte dans notre façon de penser le futur. Ce qui est intéressant, c'est que, au fond, on est au cœur du débat politique, là, qui est comment parler de climat. Et c'est vrai que moi, quand j'entends les différents acteurs, quand on écoute les discours des jeunes, quand on écoute ce qui se dit pendant les marches sur le climat, il y a une vision catastrophiste, une vision même terrifiée quelque part de l'avenir du futur. On entend des jeunes qui commencent à dire c'est très bien, on m'explique qu'il faut travailler à l'école, mais à quoi bon travailler à l'école si de toute façon en 2050 la Terre n'existe plus? Bon déjà, vous parliez d'équations tout à l'heure, le peu que j'en connais,
montre que l'avenir n'est pas si catastrophique que ça et que la Terre existera toujours en 2050. Mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas justement une réflexion politique cette fois-ci à avoir sur l'idée même de progrès? C'est-à-dire que, est-ce que on ne s'est pas focalisé sur l'idée que le progrès c'était avoir toujours plus de confort matériel, toujours plus de facilité, toujours plus d'accumulation de biens? Est-ce que notre travail à nous qui sommes dans le débat public, c'est pas de mettre en avant une autre idée du progrès, de dire que le progrès c'est peut-être de remettre l'entraide, de remettre les communautés, de remettre le localisme au cœur de la vie politique. Est-ce qu'au fond, il ne peut pas y avoir un demain heureux sans même progrès technologique ou progrès en termes de croissance? Là, vous touchez une question importante, mais vous parlez de progrès comme si c'était encore une notion commune. Or, le mot progrès, il a disparu des discours publics au début du XXIe siècle. On l'a remplacé par le mot innovation. On pourrait se dire c'est la même chose, c'est une permutation de termes, mais l'idée qu'il y a derrière est... Même si le président de la République actuelle se réclame du progressisme. Oui, mais avant, avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, on a étudié tout cela et on a bien vu la disparition lente du mot progrès à la fin du XXe siècle, son remplacement par le mot innovation qui n'était pas utilisé dans les années 80. Et on pourrait dire que c'est pas grave, on a permuté deux mots presque synonymes. En réalité, la rhétorique du progrès s'appuyait sur un temps constructeur, complice de notre liberté et de notre volonté, alors que la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. C'est-à-dire les situations se dégradent et l'innovation, c'est ce que nous devons faire pour empêcher que le monde se défasse. Et donc c'est l'état critique du présent qui justifie l'action et non plus une certaine image du futur qui, elle, supposerait une sorte de philosophie de l'histoire que nous n'avons plus. Et donc, pour répondre à votre question, moi je pense qu'il ne faut pas laisser le futur en jachère intellectuelle. On ne parle pas du futur. Moi, quand j'étais adolescent, on parlait de l'an 2000 tous les jours. On m'a dit des choses fausses, mais peu importe. L'an 2000, pour moi, était configuré, représenté, mis dans mon présent, de sorte que je pouvais tracer mon chemin entre la situation où j'étais et cet avenir qui m'était proposé. Bon. Aujourd'hui, qui parle de 2050 Qui parle de 2100 Autrement, notre horizon projectif est à très court terme. De sorte que, je pense que pour les jeunes, c'est très difficile de se penser dans un futur qui ne leur est pas expliqué, ni même configuré. Et la fin du monde, enfin la fin de l'humanité dont vous parlez, moi j'adhère pas du tout à cela, parce que d'abord, il y a un désir de fin du monde. Ça excite l'idée que si c'est fichu, alors il n'y a plus rien à faire d'autre que jouir de ce qui nous est donné maintenant. Oui, c'est presque tranquille. Et c'est donc quelque chose de très décourageant qui conduit à l'inaction plutôt qu'à l'action. Et donc, moi je pense qu'il faut remobiliser l'idée de progrès, mais en la faisant progresser, c'est-à-dire en la soumettant à elle-même. Pourquoi on a abandonné l'idée de progrès? Et puis voir comment on pourrait la restaurer en la faisant progresser pour tenir compte de ce que l'histoire et la science nous ont appris au XXe siècle. Et donc, c'est un travail évidemment de longue haleine, mais ce qui est menacé là, c'est pas du tout l'humanité. Je pense qu'il y aura des humains en 2100, peut-être pas toujours dans des conditions idéales, mais en revanche, ce qui me semble menacé, si tant est qu'il n'ait jamais existé, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire l'idée que nous appartenons, par le fait que nous sommes des humains sur Terre, au même destin global. Est-ce que cette idée est encore vivace? Ou est-ce qu'on a compris que selon les endroits où nous vivrons, selon les conditions dans lesquelles nous apparaîtrons sur Terre, notre trajectoire individuelle sera profondément différente de celle des autres, vis-à-vis desquels nos sentiments d'empathie seront peut-être très affaiblis. Est-ce que vous échangez souvent avec des jeunes J'ai des étudiants. Et comment est-ce que eux vous parlent de l'avenir? Comment est-ce qu'ils le voient? Dans quelle vie est-ce qu'ils se projettent? Est-ce que l'avenir est fait de contraintes? Parce que c'est vrai que la génération de mes parents avait la conviction qu'ils vivraient mieux que leurs propres parents. Le progrès, c'était un peu ça, que le monde va s'améliorer, qu'on va y travailler, évidemment, mais que ça va aller mieux. J'ai effectivement, en vous entendant, de plus en plus l'impression que c'est vrai que les jeunes, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, ont l'impression qu'en fait, ça va barder. L'avenir est moche. Bon, en fait. Moi, j'aime pas parler des jeunes en général, etc. Ils sont très différents. Moi, j'ai une promotion de 500 étudiants. J'ai pas parlé avec chacun d'entre eux, mais il me semble qu'ils sont tous très très différents. Il n'y a pas une pensée des jeunes qui serait facile à résumer. Kant disait le progrès est une notion consolante et sacrificielle. Elle est consolante parce qu'elle nous permet de mieux supporter les douleurs du présent au motif que nos enfants vivront dans un monde meilleur. Et elle est sacrificielle parce qu'elle demande un travail, mais en même temps elle donne un sens à ce sacrifice. En gros, pour résumer la pensée de Kant, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du temps personnel au nom d'un futur collectif. Alors, mes étudiants, pour répondre à votre interrogation, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas très bien quel est le futur collectif.
Et donc, on ne sait pas très bien dire pourquoi on doit se sacrifier. Et ça les met dans des postures à la fois qui sont très peu politisées. Par contre, ils s'engagent beaucoup dans des actions de solidarité, etc. Donc ils sont très politisés en réalité. Non, parce que justement, je pense que la politique, c'est fabriquer un projet de société. C'est pas simplement faire de la politique. Non, mais s'impliquer, c'est dans une vision plus globale. Enfin, je ne sais pas quel est leur rapport à leur propre engagement, mais... Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait les interroger plutôt que me questionner moi-même. Mais je pense que la politique doit reprendre ces questions avec force et proposer un projet de société qui soit capable d'engager les énergies de tout le monde et où chacun y trouve sa part. En vous écoutant, en fait, pour moi, ça fait écho directement au débat politique qu'on a en France et qu'on a eu notamment en 2017, pendant l'élection présidentielle, qui est le temps politique fort, puisque c'est là où finalement la communauté française décide de son destin commun, décide de la direction dans laquelle elle va marcher ensemble. Et moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'en 2017, on ne parlait pas du futur. On ne parlait pas de la société de demain. Et le discours dominant des hommes politiques, c'était comment nous allons répondre aux problèmes du présent, soit. Certains d'entre eux parlaient beaucoup d'un passé en grande partie fantasmé en expliquant comment le faire revenir au présent. Mais la question du futur, dans quelle société voulons-nous vivre, quelle sera la société de demain, du projet de société dont vous parlez, quelles sont les conditions d'une vie bonne et heureuse, au fond, c'était abordé par presque personne, à quelques exceptions près. Il y en a une qui est intéressante, c'est Benoît Hamon, qui avait fait de l'expression « futur désirable » le cœur de son projet politique. Alors c'est un slogan, évidemment, et en l'occurrence, il a échoué à convaincre pour d'autres raisons. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que le fait de parler d'un futur désirable était devenu un argument politique distinguant, alors qu'en fait, quand vous écoute et quand on réfléchit, ça devrait être le cœur du débat politique. Je suis d'accord avec vous, mais le futur ne sera pas forcément désirable. Simplement, c'est là que nous vivrons. Voilà. Et donc, il faut se préparer à ce futur tel qu'il nous sera donné, et peut-être, comme je disais tout à l'heure, faire preuve de courage. C'est-à-dire, le futur risque de nous amener dans des situations que nous avons mal envisagées, pour lesquelles nous seront pas forcément très bien adaptés, mais il faut en parler. Il faut décider de ce que nous voulons, en tenant compte de ce que nous savons. C'est ça mon slogan, si vous voulez. Aujourd'hui, donc pendant 12 heures, on va recevoir un certain nombre d'invités, notamment des hommes et des femmes politiques. Est-ce que le scientifique que vous êtes a un message que vous auriez envie de dire aux hommes et aux femmes politiques, dans leur manière notamment d'aborder les questions scientifiques dans leur discours et leurs pensées? Eh ben, moi, ce qui me frappe, c'est pas du tout une critique, hein, c'est, disons, une observation de citoyen. Je suis étonné de ce que la science soit si peu présente dans leur discours. Même quand il y a une découverte importante, et je ne parle pas forcément de découverte relative à l'environnement, au climat. Il y a par exemple eu une photo d'un trou noir qui a été publiée il y a quelques semaines. Il y a quelques années, il y a eu la découverte du boson de Higgs au CERN. Plus récemment, la détection des ondes gravitationnelles. Je suis toujours étonné que ces événements, qui sont des événements qui nous touchent tous d'une certaine façon, l'humanité a appris quelque chose. Pourquoi ça n'a pas d'écho dans le discours politique? Pourquoi ça n'est pas commenté? Que devrait en dire un homme ou une femme politique? Je sais pas, d'abord, le boson de Higgs, c'est une aventure européenne. On aurait pu dire des choses sur l'efficacité de la science en Europe. En plus, c'est une découverte qui correspond presque à une découverte philosophique, parce qu'on a changé notre façon de comprendre le lien entre matière et masse. C'est énorme. Les ondes gravitationnelles, c'est la preuve qu'Einstein, en 1916, avait eu raison dans ses calculs de prédire ce genre de phénomène physique. Enfin, il y a des choses. À la fois, on nous dit que la technologie, c'est très important, que c'est ce qui fonde l'économie, par notamment le biais de l'innovation, mais la science, c'est comme si elle était périphérique à nos vies. Et donc, je pense que si les hommes politiques, les femmes politiques parlaient davantage de ce que leur fait penser la science, comment ils la vivent, elle serait beaucoup plus présente dans la culture qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autrement dit, le slogan qu'on m'a rebattu dans les oreilles pendant des années, il faut mettre la science en culture, ne semble pas marcher de façon très très efficace. On ne peut pas dire aux gens, vous devez apprendre l'équation de Schrödinger, sinon vous êtes un mauvais citoyen. Cet argument n'est pas convaincant. En revanche, si on met de la culture dans la science, si on met de la culture dans la façon de dire la science, en présentant des personnages, des histoires, des récits, alors elle fera presque naturellement partie de notre culture. Il y a un moment où les hommes politiques parlent de science
c'est presque un Deus ex machina, c'est presque l'apparition miraculeuse qui va sauver l'humanité, et c'est justement à propos du climat. Moi, j'ai dialogué avec plusieurs responsables, certains d'entre eux tête de liste aux européennes, à qui je disais tout de même, le climat, on n'en parle pas beaucoup, peut-être pourrait-on en parler davantage, qu'est-ce que vous proposez? Et la réponse était, je crois en le génie humain, je crois en l'inventivité de l'homme, nous sommes sortis de toutes les situations, la technologie nous sortira de celle-là. Oui, ben là j'ai un argument, si vous voulez, il vaut ce qu'il vaut, mais je vous le livre. On n'a pas découvert de force fondamentale depuis 1932. C'est-à-dire vous savez, il y a 4 interactions fondamentales dans l'univers, la gravitation, les forces électromagnétiques, les premières à être découvertes, et puis les forces nucléaires. Faibles et fortes en 1932 à peu près. Depuis, on a gagné presque 10 ordres de grandeur dans la taille des objets qu'on peut voir, on n'a pas vu de nouvelles forces. Autrement dit, quand on parle d'astrophysique, trou noir, on a le droit de rêver. Quand on parle d'énergie de climat, on arrête de rêver. On connaît les forces, on connaît les lois de l'énergétique. La technologie permettra d'augmenter les rendements, pas de changer le monde. Autrement dit, comme le disait un grand prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Donc vous pouvez produire des discours qui violent les lois physiques, mais ces discours ne seront jamais capables d'entrer dans la réalité. Par exemple, il y a pas. Moi, j'entends beaucoup parler de production d'énergie. Mais vous savez qu'on n'a jamais produit d'énergie. Jamais un humain n'a produit d'énergie. On parle de consommation d'énergie. Et jamais un humain n'a consommé d'énergie. C'est important ce que vous dites, parce que ceux qui nous écoutent entendent toute la journée parler de production d'énergie et de consommation d'énergie. L'énergie se conserve. Donc la seule chose que vous puissiez faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est, la mettre ailleurs, donc la transférer à un autre système, ou bien changer sa forme. Elle était, par exemple, thermique, elle devient électrique. Ou elle est électrique, elle devient thermique, ou mécanique, etc. Vous pouvez changer la forme de l'énergie. Mais vous ne pouvez pas en créer à partir de rien. Pour la même raison que vous ne pouvez pas en consommer. Quand vous mettez un litre d'essence dans votre voiture, vous roulez, ça fait de l'énergie mécanique, cinétique. Vous allumez vos phares, ça fait une autre forme d'énergie. Vous chauffez la route, vous chauffez l'air. Et quand votre réservoir a épuisé ce litre de pétrole, quand le moteur plutôt a épuisé ce litre de pétrole, l'énergie qui est dans l'état final, quand vous faites la somme de toutes les formes qu'elle a prises, vous trouvez la même. Vous n'en avez pas consommé. Simplement, vous êtes parti d'une énergie très concentrée dans le pétrole. Un litre de pétrole, c'est 7 kWh. C'est 7 bons repas. Mais à la fin, vous avez 7 kWh. Vous n'avez pas consommé. Qu'est-ce que vous avez fait en roulant? Vous avez ce qu'on appelle créer de l'entropie. C'est-à-dire vous avez pris une énergie organisée et vous l'avez désorganisée en la mettant un peu partout, sous forme thermique, dans l'atmosphère. Donc vous avez changé la forme de l'énergie, mais vous n'en avez pas consommé. Et donc, politiquement, je pense qu'il faut qu'on apprenne à bien nommer les choses pour qu'on puisse ensuite prendre les mêmes mesures, les bonnes mesures, et penser à ces questions de la façon la plus adéquate. Il n'y a pas non plus l'énergie renouvelable. Ça n'existe pas, l'énergie renouvelable. Ben non, ce qui est renouvelable, c'est le processus physique dont on extrait l'énergie primaire. Par exemple, le flux solaire, il est renouvelable. Une fois que vous avez pompé 1 kWh dans le flux solaire, vous l'avez pompé. Il n'est pas renouvelable. C'est important parce qu'effectivement, on va passer la journée à utiliser ces mots-là. Donc vous, ça fait partie de ce que vous avez envie de dire au débat public. Parlez mieux de science, utilisez mieux la science dans votre manière d'en parler. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de prendre en compte, selon vous, pour qu'on puisse mieux... Mal nommer les choses, disait Camus, augmente le malheur du monde. Ouais, mais là en l'occurrence le malheur du monde, il n'a pas besoin d'être accru. Il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions dans le chat, vous qui nous regardez et qui êtes de plus en plus nombreux, surtout n'hésitez pas. On est toujours avec Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, qui nous éclaire en ce tout début d'émission sur justement la manière de penser les changements climatiques, la manière de penser la science dans nos débats. On va recevoir aussi d'autres scientifiques pendant toute cette émission. Moi j'ai une question provocatrice. Je me fais l'avocat du diable, mais je le fais bien volontiers. Vous disiez, depuis 1932, on n'a pas découvert de nouvelles forces. Mais au fond, 1932-2019, 80 ans, à l'échelle du temps humain, à l'échelle de la science, c'est très court. Est-ce que le fait qu'en 80 ans, on n'ait pas découvert de nouvelles forces, est-ce que le fait qu'en 80 ans, il n'y ait pas eu de bouleversement scientifique, est une preuve suffisante pour dire qu'il n'y en aura pas dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années? Absolument, mais c'est un fait. On doit tenir compte de ce fait. Il n'y a jamais autant de scientifiques, autant de recherches. En 1932, on voit l'atome, on a des dimensions qui sont de l'ordre de, disons, le 10e d'angstrom. 10
10 mètres, disons, aujourd'hui on est à 10-18. C'est toujours la même physique qui prévaut, la physique quantique. Le fait qu'on n'ait pas fait de révolution scientifique, alors qu'il y a eu des milliards de découvertes, et la preuve que les théories dont on parle, relativité générale pour la gravitation, physique quantique pour les autres forces, c'est quand même autre chose que de l'arbitraire ou des constructions sociales. Et donc je pense que nous devons penser à la hauteur de ce que nous savons. Et en évitant les scénarios utopiques qui nous font échapper à nos responsabilités. Nous devons régler ces questions et les envisager à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, sans faire des plans sur la comète et sans trop déléguer aux générations futures la responsabilité de traiter ce problème. Ouais, vas-y. Moi, j'ai une question. En fait, en vous écoutant, me vient une question peut-être plus personnelle. Aujourd'hui, sur lemonde.fr, il y a un article qui vient de sortir sur la dépression climatique, la dépression verte. Et les journalistes du Monde ont interrogé des jeunes notamment, des acteurs du monde écologique, qui font état d'une forme de dépression qui explique que, avoir regardé les yeux dans les yeux les données scientifiques, l'état de la planète, ça les a plongés dans une forme de burn-out écologique. Qu'est-ce que le scientifique que vous êtes, qui avait l'habitude de regarder les données les yeux dans les yeux, qui avait par ailleurs déployé une réflexion sur le futur, quand vous pensez à l'état de la planète, quand vous pensez à l'écologie, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous ressentez cette forme de dépression? Non, moi je suis pas dépressif, hein, mais j'ai des collègues en effet qui... Parce que le mot de l'amertume serait peut-être plus juste que dépression. En général, quand il parle, quand il raconte ses résultats, il fait rêver, il enthousiasme, il promet des choses qui sont plutôt attrayantes. Et là, les climatologues, en effet, ils voient des choses qui contreviennent à cette tradition du discours scientifique. Ils annoncent des mauvaises nouvelles. Et ça, c'est, j'imagine, en effet très très difficile à vivre, puisqu'ils nous empêchent de rêver à un avenir qui se prolongerait linéairement, de façon toujours plus positive, à partir de l'état dans lequel nous sommes au présent. Et ça, j'imagine que c'est difficile. Par les dépressions, peut-être un peu exagéré, même s'il y a des cas sans doute qui ont été repérés. Mais moi, je trouve que l'époque que nous vivons, elle est extrêmement excitante, justement. Un peu pour cette raison. C'est-à-dire que vous disiez, on peut plus vraiment prédire le futur, on n'en parle plus. Donc, paradoxalement, c'est parce que nous avons compris quelque chose. Nous avons compris que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire, nous avons du mal à prévoir ce qui va se passer. Et ça nous met... Parce qu'on a compris qu'il y avait des boucles de rétroaction nouvelles et inattendues qui font que l'avenir va dépendre de nous. Qu'est-ce qui se construit? Qu'est-ce qui se détruit en ce moment? Qui est capable de le dire? Ce que je vois, moi, c'est que les scientifiques qui s'occupent non pas du boson de Higgs ou des particules ou des trous noirs, mais s'occupent de l'environnement, de l'énergie, du climat, de la biodiversité, tiennent tous des discours très négatifs sur le futur. Tout à l'heure, on a parlé du fait que, effectivement, on n'a pas découvert de nouvelles forces depuis 1932, mais il y en a aussi beaucoup qui nous regardent et qui ont parlé de la fusion nucléaire avec, j'ai l'impression, une forme d'espoir en se disant qu'on nous en promet beaucoup avec cette nouvelle technologie. Est-ce qu'un saut technologique tel que la fusion nucléaire pourrait, je sais pas, être le Deus ex machina? Moi, je travaille au CEA, qui est le partenaire pour ces projets de fusion nucléaire, notamment le grand réacteur ITER qui se construit tout près de Cadarache en France. À Flamanville. Et donc, non. Pardon, je suis en train de confondre. Cadarache. Ah oui, Cadarache. Flamanville, c'est un EPR pour produire de l'électricité. D'accord. ITER, c'est un réacteur de fusion nucléaire qui permet de faire des réactions de fusion qui permettraient peut-être un jour de faire de l'électricité. Et là, c'est un projet expérimental pour vérifier qu'on a bien compris la physique et qu'on saura déterminer les matériaux capables d'absorber des neutrons de 14 MeV qui vont être produits par ces réactions de fusion. Et donc, c'est pas pour 2050 au niveau industriel. C'est au mieux un espoir pour la fin du XXIe siècle. Et c'est donc pas la solution des problèmes contemporains d'énergie et de climat. Donc, comptons pas trop là-dessus. En tout cas, oui. Là, il faut agir beaucoup plus rapidement. Exactement. Que ça. Non, mais en fait, la question de Jean et ce qu'on voit sur le chat, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, pour avoir eu ces débats assez souvent, c'est des choses qui reviennent tout de suite. C'est-à-dire que les gens parlent de fusion, ils parlent d'hydrogène, sans savoir d'ailleurs moi non plus exactement à quoi ça fait référence, les moteurs à hydrogène, ces choses-là. Ça, c'est super l'hydrogène, sauf que ça n'existe pas. L'hydrogène, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hydrogène sur Terre, enfin moléculaire. Il n'y a pas de H2. Donc il faut la fabriquer. Et il faut le fabriquer. Et ça consomme beaucoup. D'accord. Il faut par exemple faire de l'électrolyse, faire passer du courant électrique dans l'eau. Et d'où vient ce courant électrique?
Donc l'énergie, l'hydrogène, l'hydrogène, il faut le produire. Moi, j'ai rien contre les trottinettes électriques. Il faut appeler un chat un chat. Ces trottinettes sont chargées avec de l'électricité nucléaire. Oui, bien sûr. Mais comme toute l'électricité... Rouler en trottinette électrique, c'est rouler au nucléaire. Voilà, il faut le dire. Quand vous roulez en trottinette électrique en Allemagne, vous roulez au charbon et au gaz. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Mais effectivement, vous avez raison de le rappeler, en France, le nucléaire a une part énorme dans le mix énergétique. Ce plateau est éclairé au nucléaire. Pour l'électricité, c'est 80%. 80% en France, oui. Il y en a un qui demande, bon, est-ce qu'il a une solution, ce monsieur? Une solution, mais à quoi? Quel est le problème? Défi climatique. Ah bah oui, il va falloir améliorer les rendements, changer des modes de vie, des comportements, réfléchir au tourisme. Ça fait partie des débats qu'on aura plus tard dans le Climarathon, effectivement. Faut-il faire une croix sur les voyages à l'international? On va en parler. Est-ce qu'on a besoin d'aller se baigner? Enfin, si j'ai encore une minute, bien sûr. Je vous fais réfléchir sur la chose suivante. Quand vous mangez un bon repas, vous absorbez 1 kWh d'énergie. Pour le métabolisme humain, chaque jour, il faut absorber 2 kWh d'énergie. Donc, 0,5 au petit déjeuner, 1 au déjeuner, 1 au dîner. Okay, ça vous coûte quelques euros quand même. 1 litre de pétrole, 7 kWh. Ça coûte combien? 1,50 €. Voilà. C'est moins cher qu'un demi de bière. Ouais. Votre kilowattheure électrique chez vous, il coûte combien? C'est une excellente question, j'en ai pas la moindre idée. Moi non plus, évidemment. Bah, entre 10 et 20 centimes d'euros. C'est gratuit. Ouais, à peu près. Autrement dit, l'énergie est gratuite. On marche sur la tête, c'est ça que vous dites. Et c'est ça le problème. Et quand on paiera l'énergie à son juste prix, on aura des modes de vie qui seront compatibles avec les questions que vous posez. Simplement, c'est impossible de monter le prix de l'énergie. Si on augmente le prix du pétrole à la pompe ou du gasoil, c'est impossible. Il semblerait que ça provoque des choses. Voilà, exactement, on en parlera. Ça peut aussi faire l'objet d'une décision politique, de se contraindre collectivement. Mais quand vous paierez votre billet d'avion pour les Maldives, vous souhaitez passer une semaine de vacances au juste prix, du kilowattheure, du peut-être que vous irez vous baigner en Normandie. Moi, c'est un débat crucial. Hein. C'est pour ça qu'on a choisi de consacrer une table ronde d'1 heure à la question de l'énergie, et pas simplement pour parler que du nucléaire ou que de l'électricité qui sort de la prise, mais justement de ces enjeux-là. Mais moi, quand je vous écoute, en fait, l'une des choses que je retiens et que je trouve fascinante, c'est le fait que si la période actuelle est à ce point angoissante pour certains, enthousiasmante peut-être par d'autres points de vue, c'est que nous contemplons le vertige de notre propre responsabilité. C'est que nous avons conscience que le monde de demain sera façonné par ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, c'est vertigineux. En fait, on vit une période historique. Enfin, moi, je fais partie d'une génération qui a vu un homme, 2 hommes d'ailleurs, marcher sur la Lune pour la première fois. J'ai vécu la découverte du boson de Higgs. J'ai vécu les ondes gravitationnelles. J'ai vécu le moment où l'humanité comprend que ce qu'elle va faire va déterminer ce qu'elle va devenir. Il n'y a pas beaucoup de générations qui ont vécu tout ça. Non, c'est marrant que vous disiez ça parce que ça change le rapport que nous avons avec notre propre condition, ça change le rapport que nous avons à autrui, et ça devrait changer le rapport que nous avons avec la connaissance. Mais c'est intéressant que vous parliez de génération, parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, eux, vous répondront qu'on est en train de vivre la 6e extinction des espèces, on est en train de vivre un réchauffement climatique. En fait, tout ce que vous avez pu vivre d'extraordinairement excitant, effectivement, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est pour nous plutôt angoissant. Non, je suis désolé. Il y a eu des discours très pessimistes à mon époque, c'était la guerre froide notamment. Vous avez raison, la guerre atomique, effectivement. Merci beaucoup Étienne Klein d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreux à suivre cette émission. On va se mettre un petit jingle et surtout ensuite, on va vous diffuser une vidéo de DataGull sur le changement climatique et ça va nous permettre de faire la transition avec la séquence suivante de cette émission. À tout de suite. À tout de suite.